Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie. Alors ce soir je voulais faire une petite vidéo sur les systèmes de caste dans le monde. Alors ça fait la deuxième que je fais dans la foulée. J'ai parlé du système de caste français, le système de caste et de réseau en France. Et j'ai eu quelques réflexions sur cette vidéo où des gens m'ont dit mais vous stigmatisez la France. La France n'est pas le seul système de caste, il y a bien pire, il y a les castes anglaises, l'Angleterre, regardez qu'est-ce que c'est un système de caste. Alors c'est un système de caste mais ce n'est pas du tout le même système, ce n'est pas du tout régi de la même façon, l'Angleterre étant une île. On ne se retrouve pas dans le même système réellement. C'est effectivement un système de caste. Alors je vais expliquer le système de caste anglais, mais qui, en dessous de la caste dirigeante, qu'on va appeler la noblesse, qui est pas très nombreuse, c'est une véritable méritocratie qui est envoyée à la conquête du monde. Alors je vais faire parler de ça un peu plus tard là. Donc j'ai surtout parler des différents systèmes de caste en abordant la France, l'Inde et l'Angleterre, qui sont trois systèmes de caste typiques dans le monde. Alors j'avais fait une petite réponse pour comparer le système de caste français avec le système de caste indien, qui sont assez similaires d'un certain côté, mais complètement différents d'un autre, pour une raison que vous allez comprendre dans ce texte. Donc voilà, je vais vous lire ce petit texte pour un peu vous ouvrir l'esprit déjà. Donc, parce que mes vidéos sont faites toujours dans un but éducatif. J'essaye d'ouvrir les esprits et d'éclairer les ténèbres du monde. Voilà. Alors, l'Inde et la France sont très semblables sur la structure sociale. Ce sont deux systèmes de caste à la base très stables. Alors que l'Indien est résigné, avec toujours en lui la conviction d'une réincarnation meilleure, le Français, quant à lui, n'a plus d'espoir dans un avenir meilleur depuis qu'il n'est plus religieux. La franc-maçonnerie et la laïcité ayant brisé l'illusion, mais n'ayant malheureusement pas aboli le système de caste primitif qui structurait le pays. Le Français, sans angoisse de la chute ni espoir dans un avenir meilleur, n'a plus de combat à mener, se réfugiant dans le hashish, les antidépresseurs ou l'alcool mondain, oubliant momentanément la fadeur désespérée de son existence. Il est pertinent de remarquer un point commun entre la France et l'Inde, l'importance du cinéma, qui est un des rares moyens pour le Français ou l'Indien de s'échapper pour vivre pendant 1h30 les frissons d'une vie rêvée et mouvementée qu'il n'aura jamais. L'exception française cinématographique et le Bollywood indien ne sont que les stigmates d'une société de caste sclérosée. Alors c'est plutôt sclérosé pour la France, parce que l'Inde est en train de repartir quand même, et elle fait des efforts énormes actuellement pour abolir ce système de caste. Il faut lui remarquer ça. J'ai des échos, j'ai des gens qui sont en Inde, là, même des gens qui ont appartenu aux castes dirigeantes en Inde, et qui sont en train de me dire, parce que l'avantage du Facebook, c'est qu'on communique avec le monde entier, qui me disent que justement actuellement, ils font des efforts énormes pour pouvoir éduquer et pour pouvoir sortir des cerveaux des castes pour eux inférieures, donc les faire monter, donc ce qui est très important pour eux actuellement en Inde, parce que l'Inde et la Chine sont deux énormes pays émergents qui seront bientôt de superpuissances mondiales. Alors c'est très particulier, et j'avais un autre ami indien qui fait de la musculation appartenant aux castes dirigeantes qui me disait qu'effectivement les castes dirigeantes indiennes avaient un problème, c'est qu'elles étaient ramollos, et qu'elles n'étaient plus que des jouisseuses à un certain moment. Alors heureusement, les dirigeants ont pris conscience de ça, et que ça posait un énorme problème, parce que c'était normalement des castes de gestion, et qui foutaient plus rien actuellement, et que beaucoup étaient dans l'oisiveté, et il n'y avait plus aucune création, et justement, on voit qu'actuellement l'Inde est en train d'essayer d'abolir ce système de caste, et qu'il faudra donc que ce système de caste soit aboli en France aussi, bien qu'on va vous dire qu'il n'y a pas de système de caste, malheureusement, il y en a un, et c'est de ça qu'on meurt. Comme je dis, le problème français principal n'est pas un problème économique, la France est un pays riche, le problème français est essentiellement un problème moral généré par ce système de caste sclérosant qui enlève tout espoir aux hommes, puisqu'il n'y a plus d'angoisse de la chute, ni d'espoir de montée sociale. Donc
d'espoir d'un monde meilleur. Donc comme l'homme est fait pour le combat, enlevez-lui le combat et ça devient un zombie désespéré, il n'y a plus rien à en tirer. C'est pour ça qu'on voit notre jeunesse de bobos sans espoir, hein, se défoncer au hashish, et puis on voit les castes dirigeantes mettre à l'alcool mondain ou au Prozac. Ils sont tous tout autant désespérés les uns que les autres, vu qu'ils n'ont plus aucun combat à mener. C'est pour ça qu'on voit les prix Goncourt, hein, les trucs comme ça, les grands prix littéraires français, qui ne sont que des prix faits par les bourgeois pour la bourgeoisie à la base, hein, et qu'on voit souvent des romans inintéressants où de la bourgeoisie crache son mal-être sur 400 pages, et c'est inintéressant si vous voulez, hein. Et ça sera lu dans les salons mondains entre bourgeois, et maintenant même les pauvres, pour donner l'impression qu'ils appartiennent à une caste au-dessus de la leur, hein, les classes moyennes, parce que le pauvre, il ne dit pas ça, il a d'autres problèmes de survie immédiate. Ben, les classes moyennes se jettent sur ces prix Goncourt ou tout autre prix français, typiquement français, pour donner l'impression qu'ils appartiennent à la caste supérieure, hein. Tout ça, ce n'est que de la poudre aux yeux de l'illusion, c'est absolument sinistre. Voilà, alors français, réveillez-vous. Donc je vais parler un peu des différences entre les castes. Alors le but, c'est pas de parler des castes françaises, je l'ai déjà assez abordé dans mes vidéos précédentes, hein. J'ai expliqué que la France était un pays de castes et de réseaux, très vieux pays. Alors il y a eu la Révolution, mais en fin de compte, on a repris les mêmes, et on prend les mêmes et on recommence, hein. On élague un peu, pouf, en haut, et puis on utilise un peu les relations de la bourgeoisie qui reste pour que la bourgeoisie qui était les relations de la noblesse qui reste encore en place, pour que la bourgeoisie qui a repris la place puisse refaire la même chose que la noblesse en reprenant la caste supérieure, hein. C'est juste un petit changement au niveau de la tête, hein. Donc, mais c'est le même système de caste qui était très stable, qui permettait de gérer un grand État centralisé comme la France, qui, n'oublions pas, était le plus grand vieil État centralisé d'Europe, hyper stable par ce système de caste et d'administration qui a très bien marché très longtemps, et qui a eu quelques ratés comme à la Révolution où il y a eu un changement de tête, et puis maintenant il est complètement obsolète face aux méritocraties qui bordent nos frontières d'ailleurs qui n'existent plus dans notre globale planète du libre-échange, hein, où le système de caste devient complètement obsolète et devient un handicap, clouant notre pays et le faisant plonger dans le gouffre de la crise économique, hein. La crise économique en France est due essentiellement à ça. Il y a une crise économique mondiale, hein, parce qu'il y a une restructuration mondiale, mais en France, le fait que la France est en train de s'écrouler est surtout un fait d'un pays qui a encore des structures sociales de caste inadaptées. Alors je répète de caste tout le temps parce que c'est le principal problème. N'oubliez pas qu'en France, quand vous êtes pauvre, vous le restez, hein, il n'y a pas d'ascenseur social, qu'il est bloqué, comme je dis tout le temps, au rez-de-chaussée, voire au troisième sous-sol, voire au 10e sous-sol, et qu'on ne peut pas monter socialement. Les seuls moments où on monte socialement, c'est quand un marché vierge s'ouvre, hein, où la bourgeoisie n'a pas encore mis sa place, bourgeoisie de gestion, hein, et à ce moment-là, on peut y rentrer, hein, parce que quand le marché vierge, quand un territoire vierge est là, on y rentre, on est les premiers, on prend la place, et quand la place est prise, elle n'est plus à prendre, hein. Et c'est après que vient la bourgeoisie qui essaye de s'implanter. Mais là, la bourgeoisie est implantée partout. La bourgeoisie étant typiquement française, on ne la retrouve pas dans les autres pays du monde. C'est une bourgeoisie de gestion, hein, absolument pas créatrice en France. Cette bourgeoisie gère tout et empêche les montées sociales. Voilà. Alors sur la France, je vais redire un peu, alors quelques petits trucs, hein. La France est bloquée, justement, ce système de caste est fait justement à la base pour stabiliser le pays et éviter des mouvements de descente et de montée, éviter des troubles sociaux, hein. Mais ce système de caste est si vous voulez, maintenu en place actuellement, hein. Alors avant, c'était la noblesse qui gérait ça, avec la cour au centre, qui envoyait sa noblesse gérer un peu partout, réprimer sérieusement les révoltes paysannes quand il y en avait, et en même temps dégager à grands coups de pied dans le cul, en mettant un peu en prison les nobles qui ne savaient pas gérer. Alors on les tuait pas forcément, mais on les éloignait du pouvoir, et on matait la rébellion des serfs ou des petits, hein, piétailles, hein, qui s'étaient rebellés parce qu'il y avait une mauvaise gestion, pour pas que ça recommence, et on
on dégageait le noble qui n'avait pas su gérer. Donc voilà, c'était très très bien administré, avec, on allait à la cour, la noblesse allait à la cour, hein, je parle de la noblesse un peu plus récente, hein, celle qui est de... Je ne sais même plus si c'est à partir de Louis XIV, c'est pas la noblesse d'armes qui a fait le pays en le défendant contre des invasions, hein, je parle de celle d'après. Donc c'était une noblesse de gestion, hein, et puis qui n'était plus noblesse guerrière, et puis qui a fini par dégénérer, hein, comme on voyait, ces mecs tout blancs, là, avec poudrés et perruqués, avec le poireau, ben ça on voyait que c'était de la dégénérescence totale, et ils ont été vite éliminés. On les leur a coupé la tête, hein, en place publique, ça a été la terreur, ça a été la révolution, et puis tout ça a été fait pour en fin de compte mettre une autre caste dominante qui était la bourgeoisie qui a repris la place, comme on dit, en reprenant un peu les nobles qui étaient restés là pour leur réseau, hein, comme on fait maintenant. Donc les castes françaises, bon, sont très particulières. Elles n'ont rien à voir avec les castes indiennes, elles ont à voir avec les castes indiennes. La différence, c'est que l'Inde qui a un système de caste, qui est un grand empire stabilisé par un système de caste, n'a pas de troubles sociaux, car la religion en Inde est encore omniprésente. Hein. L'hindouisme est encore quelque chose d'extrêmement... c'est la base de la vie indienne. Toute personne qui va en Inde s'aperçoit que la religion est encore très, très, très imprégnée, hein, dans le tissu social. Hein. La vie est basée là-dessus. Hein. Les castes sont très, très, très importantes. On ne peut pas se marier d'une caste à l'autre, même tout est très codifié, tout est très réglé, et effectivement, ça pose des problèmes actuellement pour la progression économique du pays. Donc on voit qu'il y a une espèce de réforme en cours par le gouvernement en place, hein, qui essaie justement de modifier un peu ce système de caste. Je pense qu'en le gardant un petit peu, mais on essaye de le modifier, parce qu'ils s'aperçoivent que l'Inde est en train de devenir une super puissance mondiale avec un système éducatif encore extrêmement performant, sûrement hérité du système éducatif anglais. Alors en plus ils sont anglophones, donc le fait d'être en partie anglophone, hein, donc le fait d'être anglophone leur permet d'avoir accès à une quantité industrielle de docs, de livres, de bouquins, de données qui permet directement à ce pays d'être en connexion directe avec le monde. Maintenant, il n'a plus qu'à régler ce système de caste comme la France a réglé ce système de caste. La différence, c'est qu'en Inde, les gens ne sont pas dépressifs, bien qu'ils soient pauvres, qu'ils crèvent de faim par endroit, alors par endroit, pas partout, hein, et à certains niveaux sociaux, si on crève de faim, hein, avec les intouchables, les mecs qui vivent dans des gigantesques décharges publiques, hein, donc c'est assez horrible, mais il y a une espèce de joie, on va dire de résignation dans la joie, entre guillemets, parce que la douleur, c'est tout le temps dans la douleur, à cause de cette religion hindouiste qui est faite pour stabiliser, hein, qui est très très intéressante. Alors, je ne vais pas parler de théologie là, parce que la religion hindouiste étudie les énergies du monde et est très très en avance par rapport à beaucoup de religions sur les systèmes énergétiques qui régissent toutes choses en ce monde. Par contre, elle a été utilisée par les castes dominantes, hein, après, pour justement empêcher les montées sociales, en faisant une espèce de lavage de cerveau au peuple indien, en leur expliquant que c'était qu'on aurait une réincarnation meilleure si on se comporterait bien. Donc l'Indien a tout le temps un espoir d'une vie meilleure, même s'il n'est pas forcément dans la lutte. Il n'est pas dépressif comme le Français, car lui, il a eu un espoir d'une vie meilleure, dans une meilleure réincarnation. Voilà, ça c'est le côté négatif de la religion hindoue. Alors c'est pas de la religion hindoue, c'est de la façon dont elle a été utilisée par les castes au pouvoir pour stabiliser le peuple et pour un peu lui endormir la cervelle pour pas qu'elle prenne la place des dominants. Hein. Mais à la base, la religion hindouiste, hein, la religion hindoue, est exceptionnelle dans sa façon de comprendre les forces et les énergies qui régissent le monde. Je conseille à tout le monde, alors avec l'accent, d'écouter sur YouTube, hein, les traductions du Mahabharata et de la Bhagavad Gita. Hein, c'est très très intéressant et vous y verrez
Si vous avez un peu vous savez tamiser les choses, si vous savez prendre un peu de distance, vous y verrez justement une étude des forces qui régissent le monde, une étude très poussée, bien sûr avec les connaissances scientifiques de l'époque qui étaient limitées, mais qui était déjà une bonne approche. Vous y verrez déjà une compréhension assez phénoménale des phénomènes énergétiques qui régissent notre monde, voilà, et des phénomènes énergétiques qui régissent aussi les relations humaines et qui régissent toutes choses. Donc voilà, mais qui a été repris bien, malheureusement par les castes pour stabiliser ce pays, pour maintenir une oligarchie au pouvoir. Maintenant, l'Inde est en train d'essayer de se sortir de ce système. Alors on voit un point commun entre l'Inde et la France, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est ce cinéma, comme j'ai dit, l'exception française dans le cinéma, le fait que tous les Français vont le samedi soir, vendredi soir au cinéma, qu'il y a des émissions sur le cinéma, les cahiers du cinéma, qu'on parle beaucoup du cinéma, on voit des gens, ça fait très très bien de parler du cinéma, on y va tous, on va voir son film, on discute du film, on parle du jeu d'acteur, on parle de la profondeur du sujet, on parle du mauvais jeu, on critique, en fin de compte, en France comme en Inde. Alors en Inde, il a un rôle beaucoup plus divertissant avec plutôt des comédies amoureuses, des comédies euh, pas dramatiques, plutôt des comédies musicales, des divertissements qui permettent à l'Indien de s'évader car il sait qu'il son salut ne sera pas dans cette vie mais dans la vie future, donc ça sera des petits moments de joie donnés à l'Indien dans cette vie, alors qu'en France, c'est pareil, c'est une façon de s'évader d'une société qui est très structurée et qui ne permet pas de pouvoir monter socialement et qui est en même temps une société très stable qui empêche aussi souvent le français de chuter car il y a tout le temps les aides sociales, le RSA, j'en passe et des meilleurs, hein, mais aucun avenir, aucun espoir de monter, aucun combat. Donc le seul combat qu'on aura, c'est d'en avoir des films d'action au cinéma américain, hein, ou des films criminels, hein, des films de gangsters, hein, le gangster qui transgresse les lois françaises, qui structurent notre pays hein, d'une façon sclérosante aussi, hein, parce qu'elles ont été faites par les castes dirigeantes pour les castes dirigeantes. Hein, alors, elles sont au niveau, elles peuvent défendre la veuve et l'orphelin. C'est des lois qui protègent, on va dire, euh, de la prédation, du vol, de l'agression, en un sens, mais d'un autre côté, ce sont les lois, la législation est tellement lourde à maîtriser en France qu'elle empêche toute montée sociale. Donc on admire un peu en France le gangster, hein, tous ces films de gangsters, alors qu'en Amérique, le gangster, on l'aime pas, hein, c'est la police qui essaie de tuer les gangsters. Hein. En France, souvent, le gangster est un peu adulé, on parle du code d'honneur du gangster, pour les avoir fréquentés, je peux vous dire qu'ils n'ont pas plus de code d'honneur que les autres, que tout ça, ce sont des raisons, des histoires d'intérêt personnel, et quand on peut niquer le voisin pour s'enrichir, on va le faire comme quand on le fait, comme quand on n'est pas gangster aussi, parce que la médiocrité est à tout niveau, même chez les gangsters. Donc voilà, mais pour le français, le gangster, c'est celui qui transgresse les règles. Alors on va le voir au cinéma, on rêve d'être un gangster, mais on ne l'est pas. On prend des attitudes de gangster, mais on ne l'est pas. On est dans sa petite caste, on est rebelle de 15 à 22 ans avant de retourner dans son milieu. Quand on est un petit bourgeois, hein, on est rebelle et dissident. On rentre dans la dissidence jusqu'à 15-25 ans. Hein, et après, on rentre pour être dans la bourgeoisie de gestion et puis finir avec des pantoufles et une assurance vie avec son million d'euros dessus et ses appartements en location. Voilà, c'est la France, c'est un peu triste, c'est un peu, c'est pour ça qu'on meurt, hein, parce qu'on n'a pas de personnes vigoureuses qui montent. Alors quand quelqu'un monte, un autre descend, c'est la base, mais ça permet au pays d'avoir de l'énergie et de pouvoir affronter dans une guerre économique mondiale les autres puissances, voire les autres superpuissances. Donc on meurt de ça, on est en train de se faire racheter, on est vendu aux Qataris qui eux sont patriotes, hein, visiblement, alors que nous on leur vend tout, on leur vend même nos autoroutes, hein, que nous avons payé avec nos deniers. Hein, donc on paye des autoroutes et après on se taxe nous-mêmes en vendant nos autoroutes à Vinci, dont le Qatar a une participation de 8 à 10%. Donc c'est assez honteux, c'est grave. Nos politiques pour rester en place sont prêts à toutes les vilainies hein, pour vendre leur pays, pour pouvoir continuer à se faire élire grâce, comme ils n'ont pas le droit de toucher d'argent en direct, hein, c'est la loi française, des gros groupes
des gros groupes financiers, des gros groupes industriels qui ont le cul à l'étranger, financent des journaux, c'est bien connu, des grands groupes de presse qui vont faire la pluie et le beau temps en France. Le peuple français étant malheureusement pour une bonne partie, mais il se réveille progressivement, et je suis français, pour une bonne partie, le peuple français est encore un mouton, est un peuple de moutons prêt à être tondu, comme dirait Cabrel dans sa dernière chanson, dans son dernier clip. Alors Cabrel qui a souvent fait des très bonnes chansons là-dessus, dans le genre la chanson qui parlait justement de ces classes sociales avec quoi que je dise, quoi que je fasse, il faut que les grosses voitures noires passent. Donc il a fait sa dernière chanson là-dessus sur les moutons à tondre. Donc nous sommes des moutons à tondre, des moutons qui obéissons aux ordres. Donc on nous lave le cerveau pas avec la religion comme en Inde. Alors maintenant ça change parce qu'il s'aperçoit que ça marche pas. L'Inde est quand même, les classes dirigeantes sont quand même intelligentes, mais on nous lave le cerveau avec des informations, avec TF1, avec tous les médias qui nous racontent des conneries. Heureusement qu'il y a quelques sites de réinformation. Alors évidemment ces sites ne disent pas forcément la vérité, mais ont au moins le mérite de montrer que tous ces sites d'information sont faits en vérité par des gros groupes industriels et économiques pour mettre en place des pantins politiques qui feront justement la politique de ces gros groupes industriels, économiques, ou ces gros groupes même étrangers, ces grosses puissances étrangères qui gèrent derrière ça. Donc voilà, ce sont des pantins en France. Voilà. Alors je vais un peu du coq à l'âne. Alors maintenant, je vais parler un peu de l'Angleterre. Alors l'Angleterre, pays de caste. Alors on dit oui, mais l'Angleterre est aussi un pays de caste. Oui, mais ce n'est pas un pays de caste moribond. L'Angleterre, c'est une île, donc c'est une île avec un territoire limité. Et donc, en général, sur un territoire limité, entouré d'eau, on est obligé d'adopter une structure sociale très stricte, comme au Japon, avec des castes, pour éviter les problèmes sociaux, pour pouvoir gérer ce pays, justement, où la calorie est limitée. La seule façon d'accéder à plus de calories, heureusement, le continent est proche, c'est d'avoir une grosse flotte et d'aller à la conquête du monde. Alors, c'était des castes guerrières qui dominaient l'Angleterre, qui géraient tout ça. Il y a eu qui ont été des fois changés avec des invasions comme avec Guillaume le Conquérant, une dernière invasion qui a changé la caste, qui a remplacé le roi de l'époque parce qu'il gérait mal, il administrait mal, le peuple étant un peu mécontent, mais Guillaume le Conquérant est arrivé, c'était un peu des Vikings, des Normands, donc des Vikings arrivés de France, qui ont conquis l'Angleterre, qui ont établi, après qui ont récupéré, qui ont remplacé la bourgeoisie locale, la noblesse locale, ou plutôt qui se sont mélangés à la noblesse locale tout en dirigeant le pays, et qui l'ont bien mieux administré avec l'administration viking en général, qui était plutôt, les Vikings étaient de très très bons administrateurs et pays des conquérants en même temps. Donc voilà, donc l'Angleterre, son seul moyen justement de rayonner, de continuer à avoir de la puissance, c'était d'avoir une grosse flotte, donc d'avoir une grosse flotte avec des gros canons, et puis surtout d'aller à la conquête du monde avec cette grosse flotte, et à côté cette grosse armée, cette grosse flotte maritime, cette grosse armée, comment dire, il y a l'armée de l'air et cette grosse marine de guerre, alors tout le temps elle a eu une grosse marine de guerre, je me souviens de Nelson, je ne suis pas un historien, mais bon, qui avait perdu un bras je crois, et qui ont battu battu toutes les flottes concurrentes, et donc qui ont été à la conquête du monde. C'était leur seul moyen d'expansion, c'était le commerce maritime. Alors ils ont conquis le monde avec leurs armadas d'affaires, financés par cette noblesse, par ces nobles qui s'associaient pour financer ces armadas qui allaient à la conquête des continents, alors de l'Inde, donc l'Inde est anglophone, l'Australie un peu, mais l'Australie c'est peu plus dur, bon, elle est encore là, il y avait un peu moins de ressources à l'époque, donc ils sont allés jusqu'en Amérique, et là ça a été blanc, jackpot, avec le coton, avec le tissu, ils ont conquis l'Amérique, et ils ont financé des armadas d'hommes d'affaires et de soldats en même temps, c'était des armadas d'affaires, c'est comme ils font maintenant, actuellement, c'est le même système, la City,
anglaise. Et la cité anglaise, je ne me souviens plus, il y a Wall Street et la cité. Alors la cité anglaise, c'est tout simplement la suite de ces armadas qui étaient envoyés à la conquête du monde pour faire des affaires. Maintenant, on n'envoie plus de bateaux, on fait des transactions financières et on gère sa monnaie comme ça. Donc c'est un peu la même chose. On arme des hommes d'affaires et avant on armait des bateaux, hein, des armateurs. Hein, on était des armateurs financés par une oligarchie, une noblesse guerrière, hein, toujours éduquée à la dure, à coups de trick, à coups de bâton comme encore maintenant, et on allait à la conquête du monde pour ramener de l'argent en Europe, pour ramener des matières premières en Angleterre, et après les dispatcher, les envoyer sur l'Europe pour faire de la pépette, pour faire de l'argent, et pour conserver sa place. Donc l'Angleterre n'a jamais perdu sa première place, ou sa grande place économique mondiale. Donc le seul problème qu'elle a eu, bien sûr, c'est que ayant envoyé des hommes d'affaires à la conquête du monde, hein, avec un peu de piétaille, on prenait les mecs dans les campagnes, on les balançait, hop, toi tu vas en Amérique, c'est bon. On prenait les mecs, les pauvres paysans, parce qu'il y avait une espèce d'industrialisation, on avait besoin de moins de paysans, on allait chercher les mecs, on te les chargeait dans les bateaux, on te les envoyait à la conquête du monde avec des hommes d'affaires, eux, qui s'occupaient de la gestion, créer des usines, créer du coton, pas créer du coton, faire des grandes plantations de coton, et puis exporter ça après, importer ça en Angleterre, exporter ça dans le monde entier. Hein. Donc ça a été la grande puissance anglaise. Malheureusement, ces hommes d'affaires sont devenus les Américains, ils n'ont plus eu besoin de leurs financiers, donc ça a été la guerre d'indépendance, hein, contre les Anglais, parce que les enfants de l'Angleterre étant devenus grands, ils n'avaient plus besoin de payer leurs dîmes, de payer leurs taxes aux Anglais. Nos amis américains se sont séparés plus ou moins des Anglais parce qu'ils ne voyaient plus l'intérêt, surtout en étant forts, de payer leurs taxes aux Anglais. Puis surtout, comme ils étaient devenus plus nombreux et plus armés, hein, quand on a des gros canons, on peut se permettre de dire aux gens qui vous menacent, maintenant, si tu me menaces, moi je t'écrase. Donc voilà, ça s'est passé comme ça. Ce sont toujours des relations énergétiques, hein, donc il faut penser que c'est toujours sur Terre la calorie qui régit tout, donc la prendre et la conserver, c'est la base de tout. Donc tu vois, je passe tout le temps du coq à l'âne, mais j'espère quand même que j'instruis bien. Vous voyez, l'Angleterre, c'est un peu différent. Les castes anglaises ne sont pas à tout niveau, c'est juste la caste de gestion au-dessus qui organise et qui finance les armadas d'hommes d'affaires, mais les Anglais, encore maintenant, qui sont dans la finance, en dessous, dans les sociétés, hein, on monte au mérite, alors qu'en France, ce sont des fils d'eux qui prennent les places toujours, hein, donc ils n'ont aucune énergie, ils sont en train de mourir, car le système français est trop sclérosé, est obsolète, alors que le système anglais est juste un système de caste en haut, mais qui doit répondre à un groupe, on va dire maintenant, la noblesse est quand même moins puissante, ce sont des gros groupes d'actionnaires, alors il y a beaucoup de noblesse dedans, mais il y a aussi des actionnaires, des participations étrangères, hein, mais ce sont, on va dire, des boîtes anglaises ou autres, qui envoient encore à la conquête du monde des hommes d'affaires pour gagner leur vie. Mais au sein de ces grosses boîtes où il y a des actionnaires, les chefs de ces grosses boîtes, hein, et puis même à tout niveau dans ces grosses boîtes, il y a une méritocratie pour pouvoir générer le maximum de bénéfices. Hein. On ne peut pas se permettre de prendre un fils d'eux, à moins qu'il soit excellent. Alors qu'en France, ah oui, parce que ça coulerait la boîte s'il était mauvais, hein, par rapport à la prédation mondiale et au libre-échange qu'on voit actuellement dans un monde sans frontières. Hein, alors que la France veut conserver son système de caste, elle veut le conserver à tout prix, et malheureusement, elle en crève. Hein. Vous voyez encore, il faudra réformer ce système français. L'Angleterre est un système de caste, mais sous-tendu par une méritocratie, alors que la France est un système de caste sans méritocratie. Le fait de pouvoir rester en vie, c'est la méritocratie. Choisir les gens les plus adaptés aux postes qui sont les meilleurs doivent avoir les meilleurs postes, c'est-à-dire les postes doivent être donnés aux plus compétents. Si vous ne donnez pas les postes aux plus compétents, vous allez vous faire ratiboiser par les voisins dans ce grand combat mondial pour la calorie. Alors évidemment, personne ne veut la mort de personne, mais tout le monde veut conserver sa place, hein, et la garder. Et si on peut manger le voisin, on le mangera. Donc faites attention, la France est en train de s'écrouler à cause de ce système de caste obsolète. Alors, l'éducation anglaise, nos gouvernants anglais de caste dirigeante, il faut quand même penser qu'ils ont une éducation stricte, une éducation dure, une éducation militaire, hein, que les grosses écoles anglaises, contrairement à ce qu'on pense, sont des écoles très dures. On y rentre effectivement en partie quand on fait partie des castes dominantes,
hein, parce qu'on a suivi des bons cours, mais dans ces écoles, on reçoit des coups de bâton, on est élevé à la dure, ça vous donne un avant-goût de l'existence. Comme je dis tout le temps, l'homme est fait pour le combat, il n'est pas fait pour se morfondre dans un coin, à sa place, sans espoir d'une vie meilleure et sans angoisse de la chute. Je leur dis encore, l'homme ne peut s'épanouir que dans l'angoisse de la chute et l'espoir d'une vie meilleure ou d'un monde meilleur. Donc voilà. Donc est-ce que j'ai d'autres trucs à dire c'est à peu près tout. Hein. Donc c'était sur les castes anglaises. Hein. Donc vous savez, les castes anglaises, quand elles envoyaient des, des bateaux, c'était un peu comme des actionnaires qui, qui envoient des hommes d'affaires à la conquête du monde financier. C'est la même chose. Hein. Donc c'est pas à cause de leur système deal. Donc est-ce que je peux parler encore d'autre chose? Oh, le système de caste français est un système profondément injuste. Hein, j'ai un côté, je rajoute toujours une couche parce que je l'ai subi, vu que j'ai été un moment à la rue, alors que j'étais un garçon très doué et que normalement dans un pays digne de ce nom qui veut avoir une place mondiale, les personnes très douées comme moi, avec beaucoup de talent, beaucoup de qualité, ne doivent pas faire le passage par la rue. Normalement, ils ne doivent pas être obligés parfois d'aller à la soupe populaire, comme je l'ai fait une fois, mais une fois de trop. On y va en rigolant, mais en vérité, c'est pas drôle du tout. On se cache derrière le fait de dire « Oh, j'ai été une fois à la soupe populaire. Oh, les habits sont pas mal à Emmaüs. » Non, quand je suis allé à Emmaüs, je me cachais derrière un peu second degré en me disant c'est pas grave, c'est bien, j'y vais parce qu'en fin de compte c'est bon. Non, j'y allais parce que j'ai été forcé d'y aller alors que j'étais quelqu'un qui était dans mon domaine très bon et qui aurait dû être repéré. Donc je me bats pour que des petits jeunes de tout milieu soient repérés, que si un jeune est issu d'une classe bourgeoise ou même d'une caste dirigeante de l'oligarchie française, ça ne me gêne pas qu'il ait un bon poste, parce qu'il pourra tirer les autres vers le bas, mais que ce soit ça médiocre et un poste, ça m'énerve parce que je vois mon pays s'enfoncer. Et je fais toutes ces vidéos en espérant qu'un jour des petits gars dans des cités de banlieue ou même dans la France profonde, dans la campagne, des gens qui n'ont pas forcément de moyens puissent être sélectionnés pour leurs valeurs et pour monter au sein de notre société et qu'il ne reste pas une place qui ne leur correspond pas. Je veux que les postes soient donnés aux plus compétents pour que mon pays puisse s'élever. Évidemment, quand un poste est donné aux plus compétents, l'incompétent descend. Mais c'est la loi de la vie et c'est ça qu'il faut faire. Et c'est comme ça que l'organisme France, en tant qu'organisme, sera en bonne santé. Si vous laissez des incompétents au pouvoir comme il y a actuellement, je ne sais pas, mais regardez qui est au pouvoir actuellement, puis regardez ceux qui étaient avant, c'est vraiment pas top. Regardez l'état dans lequel va la France, c'est une preuve totale d'incompétence. Voilà, donc il faut changer tout ça. Donc, oui, je vais parler des lycées, j'en rajoute une couche sur la France, alors sur les systèmes de caste. Alors je vais parler du lycée Henri IV, alors c'est honteux que notre système éducatif, alors il y a encore des bonnes écoles d'ingénieurs, je ne crache pas sur tout, le French bashing comme on dit, je ne suis pas là pour faire du French bashing, je suis là pour ouvrir les esprits, pour que mon pays soit un grand pays et qu'on élague, qu'on enlève tous ces incompétents sans méchanceté, qu'on refasse la législation. Alors je vais parler un peu du système scolaire en France. Quand on voit que le lycée Henri IV draine les meilleurs profs, c'est une honte, c'est un lycée pour les riches, et on prend, c'est l'éducation nationale qui fait ça, donc normalement l'éducation nationale devrait mettre les meilleurs profs à disposition du peuple et pas uniquement des riches. Et comme en France c'est un pays de caste, on se retrouve avec le lycée Henri IV, alors je dis bien le lycée Henri IV qui se trouve dans un quartier de bourgeois où le mètre carré est à 12 000 €, donc comme on prend les jeunes du coin, ce ne sont que des petits riches, des castes dominantes, des petits riches, des petits enfants des castes dominantes qui auront accès aux meilleurs profs, les meilleurs profs qui sont nommés dans cet établissement. Et c'est une honte que les riches financent leurs propres établissements privés, ça n'a aucune importance, mais que ça soit les pauvres travailleurs, les classes moyennes de toute la France qui financent les lycées
d'élite, hein, avec les meilleurs profs pour uniquement les fils de, c'est une honte. Regardez, Français, vous êtes en train de vous faire sodomiser. Vous êtes en train de vous faire défoncer le cul, excusez-moi d'être grossier. C'est la vérité, c'est un système abject. Normalement, l'enseignement doit être bon partout. On ne doit pas mettre les meilleurs profs dans les quartiers de riches où les riches habitent. Hein. Ce sont des ghettos de riches où on met les meilleurs profs dans des lycées d'État. Comprenez-vous le problème? C'est très grave. Voilà un des dérapages du système français. Pareil pour Sciences Po, hein, ou je dirais même Assas, où il y a des prépas. Alors tout ça, il faut se payer la prépa, c'est riche et c'est cher, donc tout le monde ne peut pas se payer une prépa là-dedans, et c'est uniquement fait ce sont des systèmes d'enseignement qui sont faits en vérité pour faire rentrer des fils de. Alors évidemment, il n'y a pas que des fils de là-dedans, mais c'est essentiellement des fils de qui vont rentrer là-dedans, et la valeur de cet enseignement, il n'a quasiment aucune valeur. Sa grande valeur, c'est uniquement de générer des réseaux, que tous ces petits gars issus de ces mêmes familles de l'oligarchie française se connaissent et après créent leur réseau déjà très jeunes pour pouvoir gérer le pays et surtout gérer le pays pour rester au pouvoir et se maintenir en place et empêcher les montées sociale. C'est malheureusement ça qu'il y a en France. On est au bord d'une révolution que j'espère législative. Hein. C'est inutile de couper des têtes. Il faut juste réformer les lois et la Constitution, faire des votations populaires et ne pas laisser une bande d'oligarques, hein, faire les lois et les voter. Hein. Les lois doivent être en général proposées par les partis politiques, mais votées par le peuple dans un grand référendum. On peut le faire maintenant avec des boîtiers électroniques. On n'a plus à laisser d'abjects sénateurs ou le Sénat ou d'abjects parlementaires qui nous coûtent 20 000 € par mois minimum, hein, et qui sont en fin de compte de gros cochons gras, hein, qui s'engraissent sur le dos de la bête qui est en vérité qu'on peut appeler sur le dos des travailleurs, sur l'impôt. Ils vivent sur les taxes d'une lourdeur extrême qui écrasent le travailleur et qui écrasent les PME français. Donc ce sont des parasites qui votent des lois. Elles peuvent très bien être votées par le peuple et pas par eux-mêmes. C'est-à-dire les lois sont proposées par le gouvernement et sont vérifiées par le Parlement, le Sénat. Elles pourraient très bien être vérifiées, et ils sont 1000, hein, je ne sais plus, 1000 ou 2000. Oh, ils sont 2000 à 20 000 € par mois calculés, les dépenses pharaoniques, hein, donc, que ces gens-là font, hein, uniquement pour voter des lois. C'est une honte, c'est un système corrompu, et il faut lui couper la tête, symboliquement. Voilà. Donc voilà, si vous voulez de moi, j'ai toutes les lois, tous les systèmes, j'ai déjà pensé à tout, et j'ai tout noté pour refaire un meilleur pays avec une nouvelle législation, un nouveau système juridique, hein, et de nouvelles lois qui feront. Alors je ne suis pas prétentieux du tout, il n'y a aucun problème, et vous inquiétez pas, ma voix portera loin, hein, elle résonnera dans l'éternité. Je dis ça en rigolant, c'est pour faire comme dans Gladiator, le film. Un dernier petit truc que je vais faire avant de partir pour vous montrer le côté abject des systèmes de caste français. On va le faire pour éduquer le jeune, hein, parce que je suis là pour éduquer les petits jeunes de banlieue aussi, pour leur montrer la beauté de la France. Alors la France est un très beau pays, c'est un très grand pays, mais il faut le nettoyer, hein, il faut le restructurer et enlever ce système de caste, hein, parce que le problème de la France n'est pas économique. La France est un pays riche, elle a des cerveaux, tout ce que vous voulez. Le problème de la France est un problème moral qui est entraîné par ce problème de caste. Hein. On déteste son voisin quand il réussit, hein, parce que nous-mêmes, on ne peut pas monter. Si on réussit, c'est qu'on est uniquement, on a fait quelque chose de mauvais. Alors, je vais essayer de vous trouver des petites photos que je voulais vous montrer sur Paris. Hein. On va vous montrer Paris.
Alors voilà, Paris, boulevard Saint-Michel, un immeuble. Alors vous voyez, un petit immeuble. Alors c'est pas boulevard Saint-Michel, c'est place de l'Odéon. Alors vous voyez un immeuble parisien, c'est très beau, comme ça on peut dire, waouh, c'est super, c'est bien pour les touristes. Alors déjà à 12 000 € le mètre carré, voire plus, hein, ça devient déjà moins sympa. Donc je vais vous expliquer un peu. Alors là vous avez la boutique, hop, c'est le boutiquier, c'était le patron qui avait ça. Hein. On voit ici, là c'était les réserves de la boutique, hein, donc c'est déjà un peu plus petit. Et puis au premier étage, vous voyez de grands espaces avec une grande hauteur sous plafond. Hein, c'est le patron qui habitait là. Et puis alors là, c'était les employés ou les gens qui étaient un peu moins riches. Alors vous voyez, il y avait une réduction du plafond. Et puis dès qu'on était pauvre, on avait on avait un, d'abord, on était obligé de gravir les étages, hein, on se faisait chier à gravir les étages parce qu'avant, il n'y avait pas forcément l'eau courante, hein, donc on allait chercher sa flotte en bas, il n'y avait pas encore de pompe partout à l'époque, donc c'était pas évident, donc on se retrouve avec des petits étages, et puis vous avez en haut des toutes petites chambres rikiki, pour les bonnes, avec des entrées de service, hein. Et puis là, on crevait de la tuberculose en haut parce qu'il y avait des petites fenêtres, c'était la merde. Alors je vous en montre un autre, c'est pour vous montrer que c'était le système de caste, il est déjà un peu partout, c'est devenu jaune sur l'écran. C'est pas grave. Donc 40 minutes 57, je vais bientôt finir. Je vous en montre un dernier. Ben voilà, un dernier, c'est marrant. Pareil, boulevard pas de place de l'Odéon, c'est carrefour de l'Odéon, pas loin. Il y a le métro, ben voilà. Les bobos en terrasse, quelques touristes. Et puis vous voyez le même système avec la réduction de taille des fenêtres. Et puis en haut, les pauvres qui habitaient au 7e étage, dans ce qu'on appelait des chambres de bonne. Hein. C'était les bonnes qui montaient par là et qui montaient par un escalier de service. Alors, la boutique en bas qui a été repris à une espèce de bar bobo, hein, ici, hein, très cher pour les touristes et pour les intellos du coin, ce qu'on va dire, c'est le quartier des éditeurs. Alors, ils se retrouvent là, très prétentieux, les uns les autres, avec leurs petites mèches sur déchues, hein, et puis leurs petits costumes, hein, grands, maigres, avec leurs mèches. Hein. En général, ils passent les vacances à l'île de Ré, hein, ils se retrouvent tous ensemble. C'est un pays de caste, la France, hein, c'est ignoble. Hein. Donc les riches à l'île de Ré, et puis au travail, on est dans le 6e ou ailleurs. Alors il y a plusieurs types de castes, c'est très 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 casté, donc d'un quartier à l'autre, les riches sont encore différents, ne se reproduisent pas entre eux. Vous voyez la réduction des étages. Alors là, c'était le patron qui habitait ici, hein, avec une grande hauteur sous plafond, et puis là une réduction des hauteurs sous plafond à ce niveau-là, et avec, pour les employés, hein, pour les moins riches, et avec les bonnes et les pauvres en haut qui rentrent eux par l'escalier de service parce qu'on ne veut pas les voir. Parce qu'ils sont pauvres, et le pauvre, on ne veut pas qu'il rentre au même endroit que le riche. Un peu comme dans une boîte de nuit parisienne, hein, ouverte pour les riches, qataris ou autres. Donc voilà un petit aperçu de mon pays qui j'espère va changer. Hein, mon pays qui me fait beaucoup de peine, hein, surtout que quand on veut sortir le soir dans mon pays, c'est un peu difficile, surtout à Paris. Hein. Il y a des boîtes pour les riches, des boîtes pour les pauvres. Si vous n'avez pas le code, hein, alors il y a le code vestimentaire correspondant à votre classe sociale, vous ne rentrerez pas. Hein, et alors on est très fiers d'avoir pu rentrer. Alors je ne connais pas ces boîtes, j'en ai que foutre. Je n'y rentre pas. Les seuls mecs que je connais à peu près, c'est les portiers et les videurs qui eux sont aux ordres un peu, hein, pour gagner leur vie et retournent vivre en banlieue, hein, parce que moi je fais de la gym avec, mais je n'ai absolument pas envie de rentrer dans ces établissements où parfois se retrouve la bourgeoisie. Alors c'est un peu ce qu'on voit dans Le Père Noël est une ordure, avec Castel, hein, on voit la blague, hein, oh, je vais chez Castel, Castel où on rentre quand on fait partie de la bourgeoisie locale, ou quand on est un riche étranger qui a les codes vestimentaires. Bon, c'est un peu sinistre, je préfère des endroits où le peuple puisse s'amuser ensemble, hein, où il y a un esprit fraternel et patriote, de personnes issues du même pays plus qu'issues de la même caste, la caste étant sclérosante et ne permettant pas à notre pays d'être compétitif à niveau mondial. Voilà, c'était Fred Delavier. Je ne suis ni communiste ni d'extrême droite, hein, mais je ne fais que montrer où ça va mal, et si vous voulez, j'ai même les solutions. Maintenant, j'espère que j'aurai ouvert l'esprit des jeunes ou des moins jeunes, voire des plus vieux. Salut, à bientôt, c'était Fred Delavier sur le net et toujours sur ma chaîne YouTube, voire sur mes Facebook. À bientôt.